Le cri d'Anaïs déchira l'air comme un éclat de verre brisé, résonnant contre les murs froids du palais de justice de Barcelone. « Lâchez-moi. Vous ne comprenez rien à ce que vous faites. » Ces mots, hurlés avec une fureur désespérée, firent sursauter les passants qui s'étaient agglutinés sur les marches de pierre usées par des siècles de drames humains. Et dans ce chaos, Alice, figée à 10 pas de là, sentit son cœur se contracter comme si une lame invisible l'avait transpercée. Elle savait que ce moment, ce geste brutal d'un policier homophobe, allait tout changer, révélant enfin la vérité qu'elles avaient si longtemps enfouie. Le vent de la Méditerranée, chargé d'iode et de sel, balayait les rues étroites du Barry gothique, ce quartier labyrinthique de Barcelone où les ombres des cathédrales gothiques semblaient murmurer des secrets oubliés. Anaïs marchait d'un pas vif, ses bottines claquant sur les pavés irréguliers, son sac en bandoulière battant contre sa hanche. À 32 ans, elle portait encore cette allure de bohème insouciante qui avait séduit Alice 5 ans plus tôt, des cheveux châtains ondulés cascadant jusqu'aux épaules, un nez fin aquilin hérité de ses ancêtres catalans, et des yeux noisettes qui pétillaient d'une intelligence acérée, forgée dans les amphithéâtres de la Sorbonne où elle avait étudié la littérature française. Mais ce jour-là, en ce mois d'octobre 2025, son visage était pâle, creusé par des nuits sans sommeil, et ses lèvres tremblaient légèrement sous le rouge mat qu'elle avait appliqué machinalement, comme un talisman contre la peur. Elle se dirigeait vers le palais de justice, ce monolithe néoclassique dressé au cœur de la ville comme un gardien austère des vérités inavouables. Anaïs n'était pas là pour plaider une cause abstraite, non. C'était personnel. Viscéralement personnel. Dans son sac, froissé et taché de larmes séchées, reposait un dossier, des lettres d'amour ancrées de passion, des photos volées lors de leurs escapades à Cadaqués, et surtout, un certificat de mariage civil, scellé à Paris en 2022, quand la France avait enfin ouvert ses portes à leur union. Anaïs et Alice, deux âmes entrelacées dans un tourbillon d'émotions que seule la Catalogne, avec sa fierté farouche et ses vents rebelles, pouvait pleinement accueillir. Mais aujourd'hui, ce mariage, ce serment d'éternité, était menacé par l'ombre d'un passé qu'Anaïs croyait enterré. Alice l'attendait au pied des marches, adossée à une colonne ornée de motifs floraux fanés. À 35 ans, Alice était l'opposé complice d'Anaïs, des cheveux noirs coupés au carré, un corps athlétique sculpté par des années de yoga et de randonnée dans la Sierra de Montserrat, et des yeux verts, héritage d'une grand-mère irlandaise exilée, qui semblait toujours percer les âmes avec une douceur impitoyable. Vêtue d'un pantalon cigarette noir et d'un chemisier blanc immaculé, elle fumait une cigarette nerveusement, le filtre pincé entre ses doigts fins. « Tu es en retard » murmura-t-elle quand Anaïs apparut au détour d'une ruelle. Mais son ton n'était pas accusateur, il était chargé d'une tendresse inquiète. Comme si chaque seconde passée en attente ravivait les braises d'un feu qu'elles avaient allumé ensemble. Anaïs s'approcha, effleura du bout des lèvres la joue d'Alice. Un geste fugace mais électrique, qui fit frissonner l'air entre elles. Le tramway. Et puis, j'ai repensé à tout ça. À nous. À ce qu'on risque. Sa voix était un murmure, presque avalé par le bourdonnement de la ville, les klaxons lointains, les rires des touristes égarés dans le labyrinthe gothique, le chant d'un guitariste de rue interprétant un flamenco mélancolique. Alice écrasa sa cigarette sous son talon, posa une main possessive sur la nuque d'Anaïs. On a déjà affronté pire. Souviens-toi de cette nuit à Paris, quand tes parents nous ont surprises dans le loft de Montmartre. Ton père, avec son air de juge papal, et ta mère qui pleurait en silence. On s'en est sorti. Non. Elles s'étaient rencontrées par un caprice du destin,
6 ans plus tôt, lors d'un festival de littérature à Perpignan, cette ville frontière où la France et l'Espagne se frôlent comme deux amantes hésitantes. Anaïs, alors doctorante en poésie symboliste, présentait une thèse sur Baudelaire et les passions interdites. Alice, journaliste freelance pour un magazine culturel barcelonais, couvrait l'événement. Leur premier regard s'était croisé lors d'une table ronde sur l'amour queer dans la littérature moderne. Anaïs, passionnée, déclamait des vers de Verlaine. Alice, espiègle, l'interrompait d'une question provocante sur la subversion des normes hétérocentrées. Ce soir-là, autour d'un verre de Banyuls, elles avaient ri, pleuré, et fini par s'embrasser sous les platanes du boulevard Poincaré, ignorant les regards curieux des passants. De Perpignan à Barcelone, leur histoire s'était tissée comme une tapisserie catalane, des nuits volées dans les ruelles de l'Exemple, des week-ends à la Costa Brava où le bruit des vagues berçait leurs confidences, et des disputes fiévreuses sur l'avenir. Anaïs rêvait d'une vie nomade, Alice d'un foyer stable. Elle s'était mariée en France, profitant des lois progressistes. Mais en Espagne, où le mariage pour tous n'était pas encore pleinement accepté dans tous les cœurs, elle vivait dans une semi-clandestinité. Un amour murmuré plutôt que proclamé. Anaïs enseignait la littérature française à l'université de Barcelone. Alice écrivait des articles sur les droits LGBTQ+, pour un journal underground. Ensemble, elles formaient un duo indéfectible. Ou du moins le croyait-elle. Mais le dossier qu'Anaïs serrait contre sa poitrine contenait la faille, une demande de divorce initiée par Alice. Il y a 3 mois. Pas pour manque d'amour, non. L'amour était là. Brûlant. Insatiable, mais pour une trahison plus sournoise. Alice avait découvert des messages. Des nuits solitaires d'Anaïs avec une collègue. Une professeure d'histoire de l'art nommée Sophia. Aux courbes généreuses et aux rires contagieux. Ce n'était pas une liaison physique? Pas encore. Mais des mots tendres échangés dans l'ombre d'un auditorium vide. Des invitations à des vernissages qui s'éternisaient jusqu'à l'aube. C'est rien, avait plaidé Anaïs quand Alice avait confronté. Les yeux rougis par les larmes. Juste une amitié qui dérape. Toi et moi. C'est pour toujours. Mais les mots, une fois lâchés, empoisonnent comme un vin aigre. Aujourd'hui, au tribunal, elle venait signer les papiers officiels, mettre fin à ce qui avait été leur bouclier légal contre un monde hostile. Anaïs voulait se battre. Reconquérir Alice, blessée dans sa fierté catalane farouche, voulait la liberté. Ou du moins l'illusion de la guérir. Après ça, on recommence à zéro, avait dit Alice la veille. Dans leur appartement du Poble Sec, entouré de livres jaunis et de toiles abstraites. Où on s'oublie. Les mots avaient claqué comme un fouet. Et Anaïs avait passé la nuit à errer le long de la Rambla, écoutant les fontaines murmurer des promesses brisées. En gravissant les marches du palais, main dans la main, un geste d'adieu ou de défi. Elle ne savait plus. Anaïs sentit une nausée monter. L'air était lourd, imprégné d'une humidité annonciatrice de tempête. Les portes massives s'ouvrirent avec un grincement solennel. Et elles entrèrent dans le vestibule au plafond voûté, où des avocats en costume sombre discutaient à voix basse, comme des confidents de fantômes. Leur avocate, une femme d'une 50aine d'années nommée Carmen, les attendait près d'un pilier. Son tailleur gris perle contrastant avec le marbre froid. Prête, demanda-t-elle. Son accent andalou adoucissant l'instant. Alice hocha la tête. Anaïs. Non. C'est alors que tout bascula. Au moment où elle s'approchait du guichet, un homme en uniforme surgit de nulle part, ou plutôt d'une alcôve où il fumait discrètement.
L'inspecteur Javier Ruiz, 45 ans. Moustache taillée au rasoir et regard d'acier forgé dans les casernes franquistes de son enfance, avait été alerté par un appel anonyme. Madame, grogna-t-il en s'interposant, sa main gantée s'abattant sur l'épaule d'Anaïs comme un étau. Vous êtes en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public et incitation à la débauche. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface de la réalité. Anaïs se figea, son cœur cognant contre ses côtes. Quoi? C'est une erreur. Nous venons pour une audience civile. Mais Javier, dont les veines saillaient sous son col trop serré, ignora ses protestations. Pour lui, ces deux femmes main dans la main, ces regards trop intimes, étaient une abomination, un vestige des dégénérescences que son père, un ancien garde civil, avait juré d'éradiquer. L'appel anonyme, ironie cruelle émanait de Sofia, la collègue d'Anaïs, jalouse et rancunière, qui avait surpris leur dispute la veille et décidé de frapper là où ça faisait mal. Bougez pas. Ou je vous passe les menottes, siffla Javier. Sa voix imprégnée d'une haine viscérale, celle d'un homme qui avait vu son frère, ouvertement gai, chassé de la famille et finir dans les rues de Madrid. Brisé. Alice bondit en avant, ses ongles s'enfonçant dans le bras du policier. Lâchez-la. Elle n'a rien fait. C'est du harcèlement. La foule, jusque-là muette, commença à murmurer. Des téléphones sortis pour filmer la scène. Carmen, l'avocate, intervint, brandissant son badge, inspecteur. C'est illégal. Pas de mandat. Mais Javier, rouge de colère, plaqua Anaïs contre les marches extérieures, où elle s'était réfugiée dans la cohue. Le ciel s'assombrit, les premières gouttes de pluie s'écrasant comme des larmes divines. Anaïs, le souffle court, leva les yeux vers Alice. Et dans ce regard, il y avait tout, l'amour inachevé, la peur, et une étincelle de vérité qu'aucun uniforme ne pouvait éteindre. Alice. Dis-leur. Dis-leur qui je suis. Mais Alice, paralysée par le choc, ne put que balbutier, tandis que les menottes cliquetaient froidement autour des poignets d'Anaïs. Le monde, ce beau monde catalan aux couleurs vives, se refermait sur elle comme une nasse. La cellule était un cube de béton nu, imprégné d'une odeur de désinfectant rance et de désespoir accumulé. Anaïs s'assit sur la banquette dure, ses poignets encore marqués par les menottes qu'on avait enfin retirées après 2 heures de paperasse kafkaïenne. Dehors, la nuit était tombée sur Barcelone comme un manteau de velours noir, piqueté des lumières vacillantes des bars du Raval. À travers la petite fenêtre grillagée, elle distinguait les contours flous de la Sagrada Familia, cette basilique inachevée qui semblait moquer les aspirations humaines, toujours en construction, jamais parfaite. Son esprit vagabondait, remontant le fil des heures écoulées. L'arrestation avait été un théâtre absurde, Javier Ruiz, triomphant dans sa haine, l'avait traîné jusqu'à la voiture de police sous les flashs des smartphones, Alice criant son nom comme une litanie profane. Carmen avait juré de porter plainte, d'alerter les associations de défense des droits LGBTQ+, mais les mots d'avocate sonnaient creux face à la brutalité physique. C'est de la discrimination pure, avait-elle dit en les rejoignant au commissariat, son tailleur maintenant froissé. Alice, effondrée sur une chaise en plastique, avait enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée de venir ici aujourd'hui, murmura-t-elle enfin, sa voix brisée comme un vinyle rayé. Anaïs avait voulu la toucher,
La serrer contre elle. Mais les barreaux les séparaient désormais. Et si on avait annulé? On serait toujours en train de se déchirer dans notre lit. À nous hurler des vérités à moitié avalées. C'était leur mode de fonctionnement. À elles deux, des explosions émotionnelles suivies de réconciliations ardentes. Où les corps parlaient ce que les mots ne pouvaient plus. Mais cette fois, la trahison avec Sofia pesait comme un boulet. Sofia. Avec ses 28 ans frais, ses boucles rousses et son enthousiasme juvénile pour l'art abstrait, représentait tout ce qu'Anaïs craignait de perdre, la spontanéité, la légèreté. Alice. Plus ancrée, plus pragmatique, incarnait la stabilité, mais aussi l'ennui insidieux d'une routine qui rongeait leur flamme. Dans la cellule, seule avec ses pensées, Anaïs se remémora leur première trahison mutuelle. Non. Pas une trahison. Une tentation. 2 ans après leur rencontre, lors d'un voyage à Séville pour les férias de avril, Alice avait dansé un sévillana enflammé avec une danseuse locale. Une gitane aux hanches ondulantes et au regard de braise. Anaïs, jalouse, avait bu trop de manzanilla et fini la nuit dans les bras d'une serveuse du quartier de Triana. Le lendemain, elle s'était retrouvée dans une alcôve de la cathédrale, à genoux devant l'autel de la Macarena. Non pas pour prier, mais pour se jurer fidélité dans un murmure profane. On est plus forte que ça, avait dit Alice. Ses lèvres effleurant l'oreille d'Anaïs. Et elle l'avait cru. Mais Sofia avait été différente. Ce n'était pas un flirt d'ivresse, c'était une connexion intellectuelle. Des débats enflammés sur Picasso et les lesbiennes de la rose période. Des cafés prolongés jusqu'à ce que les lumières de la ville s'allument. Anaïs n'avait pas couché avec elle, pas encore. Mais les messages, c'est « je pense à toi en lisant Colette » avaient suffi à fissurer le mur de confiance qu'elles avaient bâti. Alice les avait découverts par accident, en fouillant le téléphone d'Anaïs lors d'une crise de paranoïa post-rupture imaginaire. « Tu me prends pour une idiote » avait-elle hurlé, jetant l'appareil contre le mur de leur appartement, où les éclats de verre avaient scintillé comme des larmes gelées. La porte de la cellule grinça, tirant Anaïs de sa rêverie. Une gardienne, une femme trapue d'une quarantaine d'années au chignon serré, lui tendit un plateau repas, du pain rassis, du fromage sec et une bouteille d'eau. Votre avocate est là. Et votre partenaire. Le mot « partenaire » fut prononcé avec une hésitation. Un vestige de la prudence espagnole face aux unions non conventionnelles. Anaïs se leva, le cœur battant, et suivit la femme jusqu'à la salle d'interrogatoire. Une pièce au mur jauni par la nicotine fantôme. Alice était là. Les yeux gonflés. Un café froid entre les mains. Carmen, à ses côtés, tapotait furieusement sur son ordinateur portable. On a identifié l'appel anonyme, annonça-t-elle sans préambule. Sofia Martinez. Votre collègue. Elle a avoué sous pression une vengeance mesquine après une dispute professionnelle. Anaïs sentit une vague de nausée la submerger. Sofia, cette traîtresse aux sourires enjôleurs, avait transformé leur intimité en arme. Et Ravière? Ce salaud homophobe, cracha Anaïs. Sa voix rauque d'avoir trop crié. Carmen soupira, refermant son dossier. Ruiz est un cas classique, fils de franquiste, veuf amer, obsédé par l'ordre moral. Mais on a des témoins, des vidéos. Il sera suspendu d'ici demain. Pour l'instant, on vous sort d'ici sur caution. Mais Anaïs, cette arrestation va faire du bruit. Les médias adorent les histoires de discrimination queer en Catalogne. Alice posa une main sur le bras d'Anaïs. Un geste tremblant.
Et nous? Qu'est-ce qu'on fait de nous? La question plana comme un spectre. Dehors, la pluie martelait les vitres, transformant Barcelone en un tableau impressionniste flou. Elles signèrent les papiers en silence, et quand Anaïs fut libre, elles marchèrent côte à côte vers un taxi, l'air chargé d'une électricité nouvelle. Pas de mots doux, pas de promesses, juste la proximité de leur corps. Ce langage muet qu'elle maîtrisait si bien. Dans l'habitacle sombre, Alice se blottit contre l'épaule d'Anaïs. Et pour la première fois depuis des semaines, Anaïs sentit les murs de sa culpabilité s'effriter. « Je suis désolée, murmura-t-elle enfin, ses doigts entremêlés à ceux d'Alice. Sophia n'était rien. Un fantôme d'ego. Alice releva la tête, ses yeux verts luisants dans la pénombre. Et moi? Suis-je ton encre ou ta chaîne? La question, poignante, évoquait les vers de Rimbaud qu'Anaïs lui récitait jadis. J'ai embrassé l'aube d'été. Mais ce soir, l'aube semblait lointaine. Le taxi les déposa devant leur immeuble du Poble Sec. Un bâtiment art nouveau au balcon fleuri de géraniums ruisselants. Elles montèrent l'escalier en spirale. Chaque marche un pas vers l'inconnu. Dans l'appartement, l'air était lourd de souvenirs, le lit défait où elles s'étaient aimées furieusement la nuit précédente leur dispute. Les livres empilés sur la table basse Proust à côté de plat. Un pont entre leurs mondes. Alice alluma une lampe tamisée, projetant des ombres dansantes sur les murs blancs. Parlons, dit-elle, s'asseyant en tailleur sur le tapis persan usé. Anaïs obéit, s'agenouillant face à elle, comme en confession. Les mots jaillirent alors. Un torrent, les doutes d'Anaïs sur leur routine. La peur de l'âge qui fige les passions. Les nuits où elle rêvait d'Alice avec une autre. Non par désir, mais par terreur de la perte. Alice écouta, les larmes coulant librement. Et moi? J'ai trahi en premier, avoua-t-elle soudain. Sa voix un filet de soie déchirée. Il y a 6 mois. Lors de ce reportage à Madrid, j'ai couché avec une source. Une activiste. Forte. Charismatique. Ce n'était pas de l'amour. Juste. Une échappatoire à notre silence croissant. La révélation frappa Anaïs comme un coup de vent sirocco. Chaud et destructeur. Réaction en chaîne, la trahison d'Alice expliquait sa propre dérive avec Sophia. Un miroir brisé reflétant leur faiblesse mutuelle. Elles pleurèrent ensemble. Puis s'embrassèrent. Un baiser salé de larmes et de regrets, qui se mua en une étreinte fiévreuse. Les corps se reconnurent avant les âmes, les courbes familières d'Alice sous les mains d'Anaïs. Les gémissements étouffés contre l'oreiller. C'était une rédemption charnelle. Un rituel païen pour exorciser les démons. Au petit matin, enlacée dans les draps froissés, Anaïs murmura, « Et le divorce? » Alice, les paupières lourdes, répondit, « On le déchire. » Mais on se promet la vérité. Nu. Sans phare. Pourtant, le répit fut bref. Le téléphone sonna, strident comme un corbeau. Carmen, les médias ont wind de l'affaire. Une conférence de presse demain. Et Ruiz. Il refuse de lâcher. Il creuse dans votre passé. Anaïs. Votre mariage français. Vos articles militants. Il veut vous discréditer. Le ciel dehors rosissait. Mais l'orage couvait toujours. Le soleil de midi dardait ses rayons impitoyables sur la place à San Jaume, transformant les pavés en miroirs brûlants. Anaïs et Alice, flanqués de Carmen et d'un petit groupe d'activistes du Col·lectiu Gai de Barcelona, faisaient face à une meute de journalistes.
Les micros tendus comme des lances. Les caméras clignotant. L'air vibrant d'une tension palpable. Madame Lemoine lança une reporter de TV3. Son accent catalan roulant comme un torrent. Pouvez-vous confirmer que cette arrestation était un acte homophobe motivé par une vendetta personnelle? Anaïs, microphone en main, sentit son pouce accélérer. À 32 ans, elle n'avait jamais été au centre d'un tel cirque médiatique, son monde avait toujours été fait de pages jaunies et de murmures amoureux. Pas de flashs aveuglants. Ce n'était pas seulement personnel, répondit-elle. Sa voix ferme malgré le tremblement intérieur, teintée de cet accent français qui la rendait exotique aux oreilles locales. L'inspecteur Ruiz incarne un vestige toxique de l'Espagne post-franquiste, une haine institutionnalisée qui cible les amours comme le nôtre. Alice et moi. Nous nous battons pour notre vérité. Pas pour la vengeance. À ses côtés, Alice serrait sa main. Un ancrage silencieux. Les activistes scandèrent des slogans à mort et à mort. Nommés discrimination. Et la foule. Un mélange de touristes curieux et de locaux solidaires. Applaudit sporadiquement. Mais au fond de la salle, Javier Ruiz observait. Incognito dans un costume civil trop serré. Ses yeux plissés de fureur contenue. Il avait passé la nuit à fouiller les archives, le mariage d'Anaïs et Alice à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Des articles d'Alice sur les purges anti-LGBTQ+ sous Franco. Même une vieille photo d'Anaïs lors d'une manif Pride à Toulouse. Des déviantes, marmonna-t-il pour lui-même. Serrant son poing jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Pour lui. Élevé dans un village andalou où les péchés contre nature étaient châtiés par des exorcismes de fortune. Cette affaire était une croisade personnelle. Son frère. Ce traître qui s'était suicidé après l'exil familial. Hantait ses nuits, Ruiz projetait sur Anaïs et Alice la rage qu'il ne pouvait adresser à son propre sang. La conférence se termina dans un tourbillon de questions. Et le couple s'éclipsa vers un café adjacent. Un havre ombragé aux tables en fer forgé. Carmen les suivit. Son ordinateur sous le bras. On a gagné une bataille. Mais la guerre est loin d'être finie. Ruiz a des connexions au commissariat central. Il pourrait monter un dossier bidon sur trouble moral ou pire. Alice commanda 2 cafés qu'on léchait. Ses doigts tremblants sur la tasse fumante. Et Sofia? Elle va s'en tirer comme ça? Anaïs secoua la tête. Un sourire amer aux lèvres. Je l'ai confrontée ce matin. Avant la presse. Elle a pleuré. Juré que c'était un coup de tête. Mais nos chemins se séparent définitivement. La révélation d'Alice la veille avait tout changé. Au lieu de creuser le fossé, elle avait comblé les brèches, elles avaient ri. Pour la première fois depuis des mois. De leur stupidité mutuelle? De ces errances qui n'étaient que des cris d'être déguisés. On est des idiotes romantiques, avait dit Alice. Traçant du doigt les cicatrices invisibles sur le cœur d'Anaïs. Elles avaient fait l'amour à nouveau? Lentement cette fois. Explorant comme au premier jour. Redécouvrant les cartes secrètes de leur corps. Anaïs, allongée sur le dos, avait murmuré des poèmes de Sappho traduits en français. Tandis qu'Alice, ses lèvres sur la peau salée, répondait en catalan ancien. Un dialecte d'amour ancestral. Mais la paix était fragile. Tandis qu'elles sirotaient leur café. Un message anonyme illumina le téléphone d'Anaïs, une photo d'elles deux. Enlacées lors d'une Pride à Sitges l'année précédente. Surmontée d'une légende venimeuse, la vérité sortira. Vos mensonges ne tiendront pas. Le cœur d'Anaïs se serra. Ruiz souffla TL. Alice pâlit. Ou Sofia. Qui sait? On doit contre-attaquer. L'après-midi les trouva dans les bureaux du Colexu.
Un local exigu du Raval décoré d'affiches arc-en-ciel et de portraits de figures queer catalanes comme Federica Montseny. Là, entourées de militants barbus et de lesbiennes tatouées, elles élaborèrent un plan, une pétition en ligne, des témoignages d'autres victimes de Ruiz, et un appel à la solidarité européenne, via les réseaux français d'Anaïs. C'est plus qu'une arrestation, déclara un activiste nommé Pau. Un jeune homme au dreadlock et au piercing aux sourcils. C'est un symbole. La Catalogne progressiste contre les ombres du passé. Soudain, le téléphone de Carmen sonna. Mauvaise nouvelle, dit-elle en raccrochant. Son visage assombri. Ruiz a obtenu un mandat pour perquisitionner votre appartement. Il prétend avoir des preuves de propagande subversive, vos livres, vos articles. Anaïs sentit le sol se dérober. Leur sanctuaire? Ce nid d'amour tissé de rires et de soupirs? Profané par des gants en latex? Alice se leva d'un bond. Pas sans nous. On y va maintenant. La perquisition fut un cauchemar éveillé. 20 minutes plus tard, dans leur appartement du Poble Sec, Ruiz et 2 agents fouillaient méthodiquement, les tiroirs renversés, les livres empilés en pyramide précaire, le lit passé au peigne fin. Anaïs et Alice regardaient, impuissantes, depuis le seuil. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Inspecteur, lança Alice. Sa voix un fil tendu prêt à rompre. Ruiz, penché sur une pile de manuscrits d'Anaïs, des essais sur l'érotisme lesbien chez George Sand, ricana. La preuve que vous corrompez la jeunesse. C'est texte indécent. Carmen intervint, brandissant des papiers. Tout est légal. La liberté d'expression protège ça en Espagne depuis 1978. Mais Ruiz ignora. Ses yeux s'attardant sur une photo encadrée, L2. À Paris. Sous la tour Eiffel illuminée. Lèvres scellées en un baiser volé. Pathétique, murmura-t-il. Assez fort pour qu'elles entendent. Anaïs bouillait intérieurement, elle imaginait ses poings sur ce visage moustachu. Mais se retint. Se rappelant les mots d'Alice, la violence nous rend comme eux. La perquisition ne donna rien, pas de preuves tangibles. Mais le mal était fait. Ruiz partit avec un sourire carnassier, emportant une boîte de documents pour analyse. Seuls, Anaïs et Alice s'effondrèrent sur le sol, entourés du chaos. Il nous brise, sanglota Anaïs, enfouissant son visage dans le cou d'Alice. Celle-ci, les bras autour d'elle, murmura, non. Il nous unit. Regarde-nous, on est encore là. Ensemble. Ce soir-là. Elles sortirent dîner dans une bodega cachée du Born. Un lieu où les ombres des tonneaux de vin protégeaient les amours discrets. Autour d'un plat de paella aux fruits de mer, arrosé de cava pétillant, elles parlèrent avenir, un voyage à Paris pour renouveler leurs vœux. Un livre coécrit sur leur histoire. Une thérapie pour panser les plaies. Je t'aime. Malgré tout, dit Alice. Ses orteils effleurant ceux d'Anaïs sous la table. Ou à cause de tout. Le rire d'Anaïs, cristallin, dissipa un instant le poids du monde. Mais le lendemain apporta le coup de grâce. Un article dans El Periódico. Anonyme mais empoisonné, l'arrestation d'une militante française, scandale ou justice? Signé d'un pseudonyme. Mais Anaïs reconnut la patte de Sofia, des détails trop intimes. Comme leur tatouage partagé. Un entrelac de vignes sur l'omoplate. La trahison culminait, Sofia, non contente d'avoir déclenché l'arrestation, salissait maintenant leur intimité publique. Alice, lisant l'article sur son téléphone, devint livide. C'est la guerre. Le soir,
Lors d'une veillée aux chandelles organisée par le Collectu devant le commissariat, des centaines de voix s'élevèrent. Justicia per Anaïs et Alice. Ruiz, depuis sa fenêtre, observait, son cœur un nœud de bile. Pour la première fois, un doute l'effleura, et si sa croisade n'était que vengeance contre ses propres fantômes? Mais la haine, tenace, l'emporta. Il jura de frapper plus fort. Anaïs, sur l'estrade improvisée, prit le micro. Sa voix portée par le vent marin. Notre amour n'est pas un crime. C'est une vérité que personne ne peut arrêter. Alice, à ses côtés, l'embrassa publiquement. Un geste audacieux qui fit taire la foule l'espace d'un battement. Dans ce baiser, il y avait la promesse d'un renouveau ou la braise d'un incendie. Les jours suivants furent un tourbillon de fureur et de catharsis. La pétition en ligne explosa, atteignant 10 000 signatures en 24 heures, relayée par des influenceurs queer de Madrid à Berlin. Anaïs et Alice devinrent des icônes malgré elles. Interview pour France Culture, où Anaïs disséquait la poésie de l'oppression, podcast catalan où Alice décrivait la résilience lesbienne face au machisme résiduel. Leur appartement, remis en ordre, se transforma en QG, des activistes affluaient, apportant des empanadas maison et des bouteilles de Priorat, transformant le chaos en communion. Pourtant, sous la surface, les fissures persistaient. Une nuit, après une émission télévisée épuisante, Anaïs surprit Alice en train de texter frénétiquement. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Le ton plus accusateur qu'elle ne l'aurait voulu. Alice hésita. Puis avoua, l'activiste de Madrid. On discute stratégie. Rien de plus. Mais le doute, ce verre corrosif, rongeait à nouveau. Elles se disputèrent. Des mots aiguisés comme des couteaux, tu recommences? Et toi? Avec tes amitiés intellectuelles? Le lit resta froid cette nuit-là. Chacune dans son coin du matelas, écoutant la respiration de l'autre comme un océan agité. Le matin apporta une trêve fragile. Un appel de Carmen, Ruiz craque. Il a remis sa démission ce matin, après que le chef de la police a vu les vidéos virales. Et Sofia? Elle fait face à une plainte pour diffamation. Anaïs, encore ensommeillée, sentit un poids se lever. C'est fini? Alice, depuis la cuisine où elle préparait un petit déjeuner de churros et chocolat, secoua la tête. Pas tout à fait. Il y a une audience finale au tribunal. Pour clore le dossier et le nôtre, l'audience, fixée 3 jours plus tard, se tint sous un ciel d'azur impitoyable. Comme si le destin catalan voulait illuminer la rédemption. Le palais de justice, ce même édifice qui avait été le théâtre de leur humiliation, les accueillit désormais comme des héroïnes. La salle d'audience, aux lambris sombres et aux portraits de juges austères, bourdonnait d'une énergie contenue. Ruiz n'était pas là suspendu, brisé, mais son fantôme planait dans les murmures des greffiers. Le juge, une femme d'une 60aine d'années aux lunettes cerclées d'or et à l'air bienveillant, écouta les témoignages, celui de Carmen sur la discrimination, de Pau sur le harcèlement systémique, et enfin, celui d'Anaïs et Alice, main dans la main. Votre honneur, commença Anaïs. Sa voix claire comme un vin de Jurançon. Ce qui nous a été infligé n'était pas un acte isolé. C'était un miroir de la société, la peur de l'autre, de l'amour qui défie les normes. Mais nous refusons d'être victimes. Nous choisissons d'être des voix. Alice renchérit. Ses yeux verts fixés sur le juge, notre mariage, scellé en France, est notre vérité.
Et aujourd'hui, nous le réaffirmons. Non pour l'État, mais pour nous-mêmes. La juge hocha la tête. Un sourire fugace aux lèvres. L'accusation est classée sans suite. Et je recommande une enquête sur les pratiques de l'inspecteur Ruiz. Applaudissements contenus. Flash des photographes. Dehors. La foule attendait. Arc-en-ciel brandi comme un étendard. Mais le vrai drame se joua en privé. Après l'audience. Dans un salon attenant. Sophia apparut. Pâle et défaite. Flanquée de son avocate. Anaïs. Je suis désolée, balbutia-t-elle. Ses boucles rousses en désordre. C'était la jalousie. La peur de ne pas être assez. Anaïs. Le cœur serré. La regarda longuement. Tu nous as presque détruites. Mais la haine ne guérit pas les cœurs brisés. Sophia pleura. Un flot libérateur. Et partit. Emportant son ombre. Ce soir-là. Anaïs et Alice rentrèrent chez elle à pied. Traversant le parc de la Ciutadella où les palmiers murmuraient sous la brise. Elles s'assirent sur un banc près du lac artificiel. Observant les cygnes glisser comme des souvenirs apaisés. On a gagné, dit Alice. Posant sa tête sur l'épaule d'Anaïs. Mais à quel prix? Anaïs caressa ses cheveux noirs. Au prix de la vérité. La nôtre. La vôtre. Et maintenant? On la vit. Leur réconciliation fut graduelle. Tissée de petites victoires, des dîners aux chandelles où elles relisaient leurs lettres d'amour. Des promenades le long de la Barceloneta où le bruit des vagues effaçait les échos des disputes. Une thérapie de couple avec une psychologue queer qui les guida vers une intimité renouvelée. Anaïs rangea ses manuscrits inachevés sur Sophia, Alice bloqua le numéro de l'activiste madrilène. Lentement. L'amour reprit sa forme originelle, non plus une flamme vorace. Mais un feu de cheminée. Chaud et constant. 6 mois plus tard. Sous un ciel de printemps étoilé. Elles renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime à la Casa Batlló. Ce chef-d'œuvre gaudiesque aux courbes organiques évoquant des corps enlacés. Pas de prêtre. Pas de mère, juste des amis. Des vins de Tarragona. Et des serments murmurés en français et catalan. Je t'aime. Anaïs. Dans tes ombres comme dans ta lumière, dit Alice. Glissant une alliance en or martelée à son annulaire. Et moi? Alice. Je choisis chaque jour notre vérité, répondit Anaïs. Scellant le tout d'un baiser sous les mosaïques chatoyantes. Ruiz. Lui. Avait disparu des radars, muté dans un village reculé de Castille. Où il affrontait enfin ses démons via un groupe de soutien anonyme. Sophia. Repentie. Se consacrait à des ateliers d'art-thérapie pour victimes de jalousie toxique. Et Anaïs et Alice? Elles écrivaient leurs livres. Un récit hybride de poésie et de journalisme? Intitulé « Vérités enlacées », un hommage à l'amour qui survit aux tempêtes. Barcelone. Avec ses vents rebelles et ses secrets gothiques? Les berçait désormais d'une paix méritée. Car dans ce monde aux normes rigides, leur histoire n'était pas une fin heureuse hollywoodienne, mais une humanité profonde, imparfaite, blessée, et infiniment vraie. Et sous les étoiles de la Méditerranée, elle savait que l'amour, vrai amour, n'ignorait jamais la vérité, il la forgeait, jour après jour, comme une œuvre d'art inachevée, éternellement belle.